bien, bonsoir tout le monde et bienvenue dans cette nouvelle édition de votre programme hebdomadaire Indice, Indice qui traite de l'économie. Avec nous, une invitée ce soir, Dr Bassem Fahmy, qui est spécialiste en finance et en économie aussi. Bonsoir, docteur. Bonsoir, monsieur. Et je rappelle que vous êtes aussi professeur donc à Sciences Po Égypte, Oui. Sciences Po Le Caire, section française. Oui. Merci d'être avec nous. Et on va faire ce soir un bilan des décisions importantes qui ont été prises cette semaine. L'annonce du ministre de la Planification par rapport à ce taux de réserve qui est en diminution et cette vision pessimiste qui est quand même une première de la part d'un ministre. Et nous avons aussi, bien sûr, en breaking news, là, on voit, donc en bref, en dépêche, le Qatar qui achète pour 3 milliards de dollars des bons du trésor de dette égyptienne. On va en parler avec Dr Bassem tout à l'heure, mais après ce reportage. Le Qatar, riche pays gazier du Golfe, va acheter des obligations égyptiennes pour 3 milliards de dollars qui vont s'ajouter à une assistance financière de 5 milliards de dollars. C'est ce qu'a annoncé mercredi le Premier ministre du Qatar, Sheikh Hamad Ben Jassem Al Thani, lors d'une conférence de presse avec son homologue égyptien Hicham Kandil en visite à Doha. Le Qatar a déjà fait don d'1 milliard de dollars au Caire et placé 4 milliards de dollars en dépôt à la Banque centrale égyptienne. Sheikh Hamad a indiqué que son pays était également disposé à coopérer avec le Caire dans le domaine du gaz naturel et à aider l'Égypte, notamment en été, à honorer ses engagements envers ses clients à l'étranger. En été, l'Égypte pourrait connaître une pénurie de gaz. Depuis 2011, le gazoduc égyptien alimentant Israël et la Jordanie a été visé par 15 attentats, entraînant des ruptures dans l'approvisionnement. Le Qatar entend participer à tous les projets que proposera le gouvernement égyptien, selon son Premier ministre, qui a indiqué avoir évoqué avec Hicham Kandil les perspectives d'investissement, notamment dans le secteur de la sidérurgie et dans des zones industrielles. De son côté, Hicham Kandil a minimisé la présence du Qatar dans l'économie égyptienne, exagérée selon lui par les médias, qui soupçonnent ce petit pays du Golfe de chercher à s'ingérer dans les affaires de l'Égypte. Selon le Premier ministre, le Qatar se classe autour du 20e rang en matière d'investissement étranger en Égypte. L'Égypte, confrontée à des difficultés économiques et à une fonte de ses réserves de change, négocie en outre avec le Fonds monétaire international FMI un prêt de près de 5 milliards de dollars. Une équipe du FMI était arrivée le 3 avril au Caire dans le cadre des discussions sur ce projet de prêt. Selon le ministre de la Planification et de la Coopération internationale Ashraf El Arabi, ces pourparlers avec le FMI étaient positifs et un accord cadre sera peut-être conclu avec la délégation actuelle d'ici 2 semaines. Le ministre a clarifié que les pourparlers ne s'attardaient pas à la question de l'augmentation de la valeur du prêt. Il a ajouté que le gouvernement travaille présentement sur un programme de réforme économique nationale reposant sur 2 axes majeurs, soit la diminution du déficit budgétaire et la réforme du système fiscal. M. Al-Arabi a indiqué que l'Égypte avait comme objectif de réduire son déficit budgétaire de 9,5% au cours de l'année fiscale 2012-2013 et d'un autre 8,5% en 2013-2014. Et bien donc après ce commentaire, voyons ensemble les principales annonces sur le plan économique et je commence, Dr Bassem, avec l'annonce du ministre de la Planification, Dr Ashraf El Arabi, cette vision pessimiste de l'économie égyptienne qui est quand même une première de la part d'un ministre. D'abord, son but, c'était quoi? C'était de tirer la sonnette d'alarme. C'est encore un message de façon indirecte de dire à l'opposition, aux manifestants, donc arrêtez de manifester, nous voulons continuer. C'est quoi? Comment analysez-vous cela? C'est bizarre, parce que le gouvernement est responsable. Alors, quand il nous parle de cette façon, c'est-à-dire qu'il dit qu'il est incapable, ou le gouvernement est incapable de résoudre les problèmes. Alors que le gouvernement soit pessimiste, ça, c'est pas acceptable. Il peut normalement dire les problèmes sont trop graves et on n'arrive pas à les résoudre. Mais mettre, si vous voulez, la faute sur le peuple qui n'arrive pas à vivre, regardez les queues partout. C'est-à-dire pour le solar, pour le pain, partout. Le moyen de transport, qui est responsable de tout ça? Les gens sont furieux parce qu'ils n'arrivent pas à vivre. C'est pas parce qu'ils veulent stopper le gouvernement de ne pas travailler. Alors vraiment, c'est bizarre qu'un ministre déclare ou fait une déclaration pareille. Au contraire, il doit nous dire, on voit les problèmes, et ça, ce sont les solutions. Parce que lui, il parle d'une façon, et le Premier ministre parle d'une façon tout à fait différente. Oui.
Alors là, le gouvernement, ensemble, ils ne sont pas d'accord en ce qu'ils doivent faire. Alors moi, ça m'a vraiment surpris comment c'est fait comme ça. C'est-à-dire, il faut résoudre les problèmes du peuple pour leur demander de se calmer. Moi, je ne peux pas demander au peuple de se calmer, étant donné qu'ils n'arrivent pas à aller à leur travail, parce qu'il n'y a pas de moyens de transport. Et si jamais il y a des moyens de transport, ça devient de plus en plus cher. Il y a aussi les moyens de transport n'arrivent pas à fonctionner parce qu'il n'y a pas le solar. Les gens n'arrivent pas à trouver le pain parce que ce n'est pas bien organisé. La bonbonne de gaz, tout. Il y a des problèmes partout, honnêtement. Et le gouvernement n'a qu'à dire que je suis pessimiste. Et alors? Quelles sont les solutions? Et quelles sont les solutions? Il peut admettre qu'il n'arrive pas à mettre des solutions. C'est pas faux. Il peut laisser sa place à quelqu'un d'autre qui peut vraiment présenter des solutions. Mais c'est pas comme ça. Non, il y en a. L'Égypte, c'est 90 millions. Il y a en Égypte, il y a aussi à l'étranger des Égyptiens qui sont prêts à aider ce pays-là. Mais quand on met quelqu'un qui admet qu'il n'arrive pas à travailler, ça c'est inacceptable. Parlons de la planification et de ce fameux prêt du FMI, deuxième grande décision, et que ce prêt qui était tout d'abord à 4,8 milliards de dollars est en voie d'augmentation. Il sera à compter de juin prochain, avec ses conséquences. Plus de subventions sur certaines matières premières, l'électricité, puisque on voit que le ministre de l'électricité décide de réduire les subventions qui représentent à peu près 147 milliards de livres égyptiennes, comme l'indiquent les informations. Donc ce prêt du FMI qui est en négociation depuis des mois, vous pensez que vraiment il pourra ressortir ou il pourra soutenir l'économie égyptienne? Le prêt? Non. Le prêt, comme dit monsieur le Premier ministre, c'est qu'il veut un certificat pour dire au monde on est sur le bon chemin. Mais on n'est pas sur le bon chemin. C'est pour cela qu'on n'arrive pas à prendre le prêt. Comment on va avoir le prêt avec tout ce qui se passe sur Terre? Vous voyez, il y a une instabilité politique, il y a une instabilité sociale, non que ça grave d'un jour à l'autre, ça va exploser. Regardez ce qui s'est passé il y a quelques jours devant la cathédrale. C'est inacceptable. Il n'y a pas de stabilité dans les rues. La sécurité, où est-elle? Les crimes sont partout. Alors, et puis, le niveau social, vous voyez, les problèmes s'aggravent. Alors là, quand on parle d'un prêt, que ce soit du FMI ou d'autres pays, on doit comprendre qu'on a un travail à faire sur Terre, en Égypte, pour commencer, et ensuite, on demande des prêts. Le FMI est parti et revenu il y a plus que 10 fois. Et chaque fois, ils viennent dans une situation plus difficile que la précédente. Oui, justement, la dernière visite de Lagarde n'a pas vraiment été fructueuse. Impossible, parce qu'elle voit, et tout le monde voit. Je n'arrive pas à comprendre comment le gouvernement pense que le monde entier ne nous voit pas. Tout le monde voit tout le monde. C'est fini. La télécommunication, on peut voir les États-Unis 24 heures sur 24 heures, l'Europe, la Chine, et eux aussi. Ils ont leur ambassade aussi qui font des rapports. Tout est vu. Alors quand on a des problèmes assez graves, on ne fait pas de solution, et puis on voit de nouveaux problèmes. Ce qui s'est passé il y a quelques jours, ça c'est scandaleux. Et ça va créer beaucoup de problèmes pour l'Égypte. Beaucoup de problèmes. Parce que c'est inacceptable. Alors là, quand on dit le FMI va nous donner comment? Impossible. Parce qu'ils doivent être sûrs que cet argent-là va être repayé. On ne nous donne pas des cadeaux ici, ce ne sont pas des donations, c'est un prêt. Oui, mais justement, le prêt, il faut faire des sacrifices, et comme j'ai indiqué tout à l'heure, des sacrifices sur les subventions de beaucoup de choses. Et pourquoi les subventions et les ministres montent dans des Mercedes? C'est inacceptable. Regardez comment on dépense, regardez comment le gouvernement dépense. C'est inacceptable. Pourquoi toujours les pauvres qui doivent payer le prix? 250 000 livres égyptiennes, apparemment, pour 3 mois de travail dans le Sénat. Alors, apparemment, le thé a coûté... Voilà, les montants. Les buffets du Sénat ont coûté un quart de million. Un quart de million, et les gens ne trouvent pas à manger le pain. C'est inacceptable. Et ils pensent que le monde ne voit pas. Moi, si quelqu'un veut prendre une donation, moi, il doit savoir que moi, je vois ce qu'il fait. Bien sûr, oui. Je ne peux pas lui donner une donation pour qu'il boit avec ou pour qu'il va au cinéma avec. Je dois lui donner une donation pour que tout le monde en profite. Un quart de million pour le buffet du Sénat, c'est inacceptable. Nous sommes un pays dans une situation difficile économiquement. Et surtout, nous ne sommes pas des mendiants pour nous dire que
les gens ne nous voient pas. On donne le livre égyptien au mendiant parce que bon, il fait ce qu'il veut avec. On a fait le devoir devant Dieu, mais enfin là, on parle quand même de prêts économiques. Ouais. Non, FMI pour le moment, ça sera très difficile. Mais je suis contente qu'ils font ça, parce que le gouvernement doit prendre des mesures, pour rectifier la situation. Ils ne sont pas difficiles, mais ils doivent eux aussi penser qu'ils sont là pour la classe moyenne et pauvre, modeste. Ils ne sont pas là pour protéger les riches. Et alors, comment investir dans un pays où les entreprises brûlent? D'ailleurs, récemment, si vous suivez on est tous touchés par cela, la pénurie d'eau. C'est parce qu'une des grandes entreprises d'eau minérale a brûlé. Alors, on en parle un petit peu hors antenne, vous avez votre propre analyse de la situation, mais enfin, qu'elle soit, vous avez votre propre analyse qui est quand même assez dramatique et qui porte sur un fait dramatique, c'est que l'économie ne fonctionne pas. La vision de l'économie, alors soit les entrepreneurs sont pessimistes, soit ce sont des ripoux, soit les deux. Non, ils ont des obligations. Ils n'arrivent pas à fonctionner. Parce que même si on fait la production, on n'a pas les moyens de transport pour transporter ça. Oui, alors j'avais parlé de votre vision. Juste dites-nous. Alors, il vaut mieux brûler. Oui, voilà. Alors, dites-nous votre théorie, puisque moi, je suis banquière. Moi, j'ai vu ça partout au monde. Quand il y a des situations économiques difficiles, parfois, ça s'est fait exprès pour l'assurance. Et oui, parce que quand ils touchent l'assurance, ils payent les banques. Vous voyez? Oui. Alors, parfois, c'est fait comme ça. Et dans une situation pareille, qu'est-ce que les hommes d'affaires peuvent faire? Mais malheureusement, quand il y a le feu, les employés ne peuvent plus continuer à travailler. Alors, ils doivent rester chez eux jusqu'à ce que les compagnies soient reconstruites. Ça, c'est sérieux. Mais ça arrive partout. C'est pour cela que ça, c'est ma version étant une banquière. Que ça arrive partout. Quand il y a des problèmes où il n'y a pas une solution, comme je dis par exemple, normalement, si le problème du monde entier ne sera pas résolu, la guerre mondiale est la solution. C'est comme ça, brûler les usines, c'est la solution. Vous voyez? C'est la même chose. C'est logique. C'est logique aussi. Mais c'est dangereux. Parce que les compagnies d'assurance peuvent faire faillite. Oui, et ça reflète un climat quand même qui est dramatique. C'est compris. L'inertie. Oui, mais c'est compris. C'est-à-dire, tout le monde comprend ça. Tout le monde dans le domaine, dans notre domaine. Ils peuvent comprendre ça facilement. Parce que c'est pas normal que tous les 2 jours, il y a une qui est en feu. Impossible. Et les raisons sont toujours l'électricité. Impossible. Mais c'est comme ça quand il y a une crise. C'est comme ça quand je parle de la crise mondiale, par exemple, comment on résout une guerre mondiale. Oui. Alors, justement, vous dites que ce sont des entreprises qui ont des obligations. Ces obligations-là... Donc pour les banques. Oui, pour les banques. Est-ce que Et l'assurance est en faveur des banques. Bien sûr. Alors, qui est-ce qui va toucher ça? Ce sont les banques. Alors, il faut protéger les banques aussi. Quand on voit les banques comme banquières, vous vous dites par exemple, est-ce que c'est mauvais pour les banques? Non, pour les banques c'est bien, mais pour l'économie c'est pas bon. Ben oui, justement, c'est une question qu'on peut se poser. Est-ce que la consommation est telle que ces entreprises ne sont pas capables de faire face? Les gens n'ont vraiment plus d'argent en Égypte? Non, c'est pas ça. La consommation est là. Mais le problème, c'est le transport des matières premières vers les usines et le transport des produits des usines vers les marchés. Et les dettes des banques. Donc cette logistique, il y a une faille dans la logistique. Et pourquoi? Tout ça à cause de la sécurité? C'est à cause de quoi? Voilà, c'est à cause de la sécurité, c'est à cause de manque du solar. Vous voyez les queues qu'ils font. On ne peut pas, c'est pas économique. C'est-à-dire, maintenant, quand ils doivent acheter le solar sur le marché noir, ou bien ils doivent attendre 2 jours pour faire pour que les moyens de transport fonctionnent. Comment les usines peuvent fonctionner comme ça? Il faut aussi transporter les employés là où ils habitent, vers les usines. Alors ça peut créer beaucoup de problèmes pour les usines. Et à la fin, ils sont incapables de payer les banques. S'ils sont incapables de payer les banques, il vaut mieux qu'ils ferment. C'est pas facile de fermer une usine, parce qu'il sera toujours obligé